Jérusalem, nous sommes en ligne en direct avec notre correspondant Olivier Granilik. Bonjour Olivier, Boker Tov. Et on va commencer par la scène politique en Israël avec le lancement officiel du nouveau parti de l'ancien général Ofer Winter. Tout à fait, cette formation s'appellera Amcha Israël et se positionne clairement à droite avec parmi les principales figures de la liste Youssef Haddad, militant de la diplomatie publique israélienne et qui sera numéro 2, la journaliste Netali Shemtov, mais aussi la leader qu'on connaît bien, francophone, dont le fils Saadia est tombé au combat dans la bande de Gaza. Ofer Winter a présenté donc une ligne politique très claire. Il veut participer à la formation d'un gouvernement de droite aussi large que possible, rejette totalement la création d'un État palestinien et affirme que selon lui, la solution à Gaza, c'est l'émigration. Youssef Haddad annonce de son côté vouloir devenir ministre de la diplomatie publique et le premier arabe israélien à siéger au cabinet politico-sécuritaire. Et cette nouvelle liste inquiète Benjamin Netanyahou. Le Premier ministre redoute une nouvelle dispersion des voix à droite. Oui, il a directement appelé Ofer Winter, Moshe Feingold et Avi Maoz à se retirer de la course ou à fusionner avec des partis déjà existants. Son argument, une candidature qui reste sous le seuil électoral fait perdre des milliers de voix au bloc de droite. Dans l'entourage d'Ofer Winter, on rejette totalement cet argument. Son équipe estime au contraire qu'après le 7 octobre, une partie de l'électorat de droite ne veut plus voter pour les mêmes partis ni pour les mêmes responsables politiques. Sécurité au nord à présent. Tsahal a mené cette nuit une série de frappes dans plusieurs secteurs du sud Liban. Oui, selon des informations libanaises, les attaques ont notamment visé les régions de Nabatieh, de Al-Kantara et la crête d'Alit Aher. Peu avant les frappes, la municipalité de Kiryat Shmona avait prévenu les habitants que de fortes explosions pourraient être entendues en raison d'une activité militaire israélienne planifiée. Cette opération intervient dans le contexte de fortes tensions avec le Hezbollah. Israël affirme avoir découvert ces dernières semaines des milliers d'infrastructures de l'organisation dans le sud du Liban. Sur un autre front, la Judée-Samarie serait aujourd'hui au bord de l'escalade, selon des responsables de Tsahal. Oui, des responsables sécuritaires israéliens qui, selon ces responsables, nous informent que plus de 800 actes de violence nationaliste ont été recensés depuis le début de l'année, dont une centaine considérées comme très graves. À ce rythme, le record de 2023 pourrait être dépassé. Et puis Tsahal s'inquiète aussi des provocations menées par des militants israéliens extrémistes dans les zones A et B, mais aussi de la profonde crise économique de l'autorité palestinienne et des luttes de succession à sa tête. Condamnation quasi unanime par ailleurs dans la classe politique israélienne après la destruction par le député Zvi Sukkot d'un monument palestinien près de Naplouse. Oui, il s'agissait, il faut bien le préciser, Ilana, d'un monument à la gloire de terroristes palestiniens. Et Benjamin Netanyahou a rappelé que seule l'armée était habilitée à agir en Judée-Samarie, que les responsables politiques ne pouvaient pas prendre la loi entre les mains. Même Bezalel Smotrich, pourtant du même parti que le député Zvi Sukkot, a pris ses distances. Il estime que ce monument aurait effectivement dû être détruit, mais uniquement par Tsahal et dans le cadre d'une décision officielle. Et puis dans l'opposition, les critiques sont encore plus sévères. Gadi Eisenkot dénonce une provocation dangereuse. Benny Gantz parle d'anarchie. Naftali Bennett accuse le gouvernement de laisser certains élus mettre la sécurité en danger pour des raisons politiques. Le reste de l'actualité, c'est Benjamin Netanyahou qui affirme qu'Israël se prépare à une importante vague d'Alia. Tout à fait, le Premier ministre s'est adressé directement aux communautés juives de diaspora. À chaque juif, jeudi, la porte est ouverte. Et nous vous attendons, nous préparons à une grande alia, a-t-il déclaré. Il a également lié cette perspective au développement de la Judée-Samarie, rappelant que 104 localités et plus de 160 fermes agricoles y ont été établies et où reconnus. Beaucoup de nos frères à travers le monde comprennent que c'est notre terre et qu'il n'existe aucune alternative. Et puis nous terminons avec sans doute le mariage de l'année, celui d'Omer Adam avec Sacha Israelovitch. Le chanteur israélien de 32 ans a épousé hier sa compagne Sacha Israelovitch, 24 ans, lors d'une cérémonie civile très intime à Portofino en Italie. Mais les festivités sont loin d'être terminées, je vous rassure Ilana. Plusieurs proches et amis du chanteur ont déjà rejoint la Riviera italienne. Et la choupa doit avoir lieu jeudi dans le cadre de plusieurs jours de célébration. Un grand Mazal Tov donc à Omer et à Sacha.
nous allons jeter un coup d'œil sur la météo de ce mercredi, 26 août 2026, avec un temps qui sera plus chaud que d'habitude, que les normales saisonnières, notamment dans les régions montagneuses et intérieures du pays, avec de très fortes chaleurs dans de nombreuses régions. Les températures prévues, il fera jusqu'à 31 degrés aujourd'hui à Haïfa, 31 aussi à Tel Aviv, 33 degrés ici à Jérusalem, 37 à Beersheva et 41 degrés à Eilat. 78 ans donc après avoir sombré au large de Tel Aviv, l'épave de l'Altalena a été retrouvée à plus de 500 mètres de profondeur. Mais avec elle, c'est aussi l'un des épisodes les plus douloureux de l'histoire d'Israël qui remonte à la surface. Et pour Nili Naouri, cette découverte ne concerne pas seulement une épave, elle oblige aussi à rouvrir le débat sur la mémoire de l'Altalena et la confrontation justement entre Ben Gurion et le camp révisionniste. Et pour parler de ce sujet, nous sommes heureux de recevoir ce matin Nili Naouri. Bonjour Nili, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Bonjour. Alors, lorsque vous apprenez cette information, comme nous tous cette semaine, que l'épave de l'Altalena a été retrouvée 78 ans après, quelle a été votre première réaction ? Je sais qu'il y en a beaucoup qui auraient préféré que cette épave reste au fond des mers. C'est effectivement un des épisodes les plus douloureux de l'histoire et qui est mal connu vu que c'est le gouvernement Ben Gurion qui a écrit l'histoire pendant les premières décennies de l'État. Et du coup, cette histoire a été en plus qu'enfouie sous les mers, enfouie également sous une révision de l'histoire. Et on parle beaucoup de polémiques autour de ce bateau. La réalité est que ce bateau comprenait énormément d'armes, de munitions pour la guerre d'indépendance qui avait été récupérée par le Hetzel, l'Irgun. Et à son bord, il y avait également 900 Beitarim qui étaient venus d'Europe, rescapés de la Shoah, et qui voulaient se battre pendant cette guerre d'indépendance de l'État d'Israël. Et lorsque ce bateau est arrivé, alors que donc, ces armes avaient été récupérées par le Hetzel, et que Begin avait négocié avec Ben Gurion que 20% de ces armes n'allaient pas rejoindre l'arsenal général, mais allaient retrouver le bataillon de l'Irgun, du Hetzel, qui se battait à Jérusalem, pour la bataille de Jérusalem, donc, puisque c'était eux qui s'y trouvaient, et que Ben Gurion l'avait accepté. Eh bien, l'impensable s'est produit lorsque l'Altalena est arrivé sur les côtes d'Israël. Ben Gurion a prétexté un putsch de Begin. Ceux qui connaissent Begin savent à quel point c'est extrêmement ridicule de penser à cela. Il a fait bombarder, il a donné l'ordre à Yitzhak Rabin et à ses soldats de bombarder l'Altalena. Il faut savoir que le canon qui a bombardé l'Altalena a ensuite été nommé par Ben Gurion le canon sacré, et que les soldats n'ont même pas daigné laisser ceux qui sautaient à l'eau récupérer le bord de la plage. Ils ont également tiré sur ceux qui sautaient à l'eau pour se sauver de cette fusillade. Véritablement une histoire horrible de guerre fratricide qui aurait pu avoir si ce n'est le courage de cet homme Begin qui était sur le navire, qu'on a essayé de tuer également par cette fusillade, mais qui a dit à ses hommes de ne pas riposter, car il a dit « Lo le milchemet achim », non à une guerre fratricide. Une phrase qui est restée dans l'historique d'Israël et de cet État qui venait de naître. Il faut dire qu'on était juste un mois après la création de l'État d'Israël. Quand vous dites qu'on a une lecture incorrecte de cette histoire, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Je veux dire que Ben Gurion a fait passer cette histoire pour une tentative de putsch qu'il a essayé d'arrêter. Or, ça n'était pas du tout le cas, et ceux qui l'entouraient le savent très bien, comme Galalon, comme Israël Galili, qui avaient négocié au nom de Ben Gurion cet accord des 20% qui devait aller à la bataille de Jérusalem. Et d'ailleurs, si nous n'avons pas gagné Jérusalem,
lors de la guerre d'indépendance et que nous avons dû attendre 19 ans pour la libérer, c'est certainement aussi à cause de cela, puisque les armes ne sont pas arrivées à l'unité de l'Irgun qui se battait là-bas, mais qu'elles ont été enfouies sous les mers. Mais malheureusement, cet épisode n'est pas le seul douloureux qu'il y a eu entre le camp de Ben Gurion, le camp travailliste, et le camp de Begin, de l'Irgun et également du Lehi. Il y a eu également l'affaire Arlozorov en 1933, où à tort ont été un chef du parti travailliste, où à tort les membres du camp révisionniste, du camp jaboutinskyen ont été accusés. Et d'ailleurs, Abraham Stavsky, qui avait été accusé à tort et qui après a été lavé de tout soupçon dans un procès que Begin a refait lorsqu'il est monté au pouvoir. Mais ce Abraham Stavsky est mort pendant l'Altalena, pendant l'épisode de l'Altalena. Et il y a eu également la saison appelée ainsi au nom d'une saison de chasse, comme une saison de chasse qu'il y a eu entre 1944 et 1945, où les membres de la Haganah traquaient les membres de l'Irgun et du Lehi et les ont livrés aux Britanniques. Et je vous rappelle que 12 membres de l'Irgun et du Lehi sont montés à l'échafaud par le mandat britannique. C'était une armée, l'Irgun, de 5000 personnes, le Lehi de 500 personnes, et c'est eux qui véritablement ont fait tomber l'Empire britannique, ont fait ployer la perfide Albion et ont permis d'avoir cette indépendance. Et malheureusement, le gouvernement Ben Gurion a essayé de prendre tout le crédit pour la Haganah et ces histoires de l'Irgun et du Lehi, ces héros sur lesquels moi j'ai été éduquée d'ailleurs, puisque mon père Jacob Fer, Zichrono Livracha, véritablement vénérait ces héros de l'indépendance d'Israël. Eh bien, toutes ces histoires de ces héros, et entre autres aussi de ceux qui sont montés à l'échafaud, ont été complètement éliminés des livres des manuels scolaires, de l'histoire collective. Et il est temps véritablement de rétablir la vérité historique. C'est comme l'histoire de l'insurrection du ghetto de Varsovie. Très peu connaissent l'histoire de Pavel Frankel, ce Beitari qui a véritablement mené la bataille, qui a été boycotté par les groupes de Mordechai Anilevitch, qui ne voulaient surtout pas que des membres du Beitar fassent partie de l'insurrection, alors que lorsqu'on découvre les rapports du général Stroop, qui était responsable, le chef SS, qui était responsable d'arrêter cette insurrection, eh bien c'est l'histoire de Hatsi, c'était cette organisation de Beitarim qui s'était révoltée contre les nazis sur place. Donc il est temps aussi, avec l'épave retrouvée, de rétablir la vérité historique. C'est extrêmement important de connaître son passé, pour assumer son présent et pour aller de l'avant. On va parler du rapport avec aujourd'hui, mais quand même, je voudrais vous poser une question concernant David Ben Gurion et Menachem Begin. Dans cet État qui venait de naître, est-ce qu'il y avait vraiment la place pour une autre organisation armée? Est-ce qu'il ne fallait pas tout simplement rejoindre Tzahal qui commençait à fonctionner à ce moment-là? Mais l'Irgun avait accepté, bien entendu, de se dissoudre et de rejoindre les rangs de Tzahal. La seule chose, c'est que pour Jérusalem, c'était une exception et Ben Gurion le savait. Et encore une fois, je vous dis que dans les négociations, il avait été accepté que 20% des armes aillent à Jérusalem, aillent à cette unité de l'Irgun. Donc, il s'agissait véritablement d'une exception qui avait été, et c'était en accord entre les parties. Mais tout à fait, les membres de l'Irgun et du Lehi ont dissous leurs unités armées et on rejoint Tzahal. On retrouve les membres de ces deux organisations dans tous les échelons de l'armée pendant la guerre d'indépendance. En fait, ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, l'histoire ne met pas en lumière que David Ben Gurion n'a pas respecté ses engagements. Exactement. Et a osé tirer sur des juifs. Lorsque on organise une journée nationale pour le meurtre d'Yitzhak Rabin, on n'a pas organisé une journée nationale pour être en deuil sur l'histoire de l'Altalena, où 16 personnes rescapées de la Shoah ont été tuées. On n'a pas fait de journée nationale pour tous ceux qui ont été tués lors de la saison, ou les membres de l'Irgun et du Lehi qui sont montés à l'échafaud. Donc tout ça a été enfoui
dans les poubelles de l'histoire, si j'ose dire, par faute de ce gouvernement de gauche totalitaire qui a réécrit l'histoire véritablement. Qu'est-ce que ça nous apprend sur les tensions actuelles entre la droite et la gauche aujourd'hui, sur la campagne électorale qu'on voit, qui est une campagne qui commence à être très violente au niveau des paroles en tout cas? Qu'est-ce que cela nous apprend? Malheureusement que rien n'a changé. Et le même camp qui se disait libéral, démocrate, on en a aujourd'hui les descendants, ce parti qui se dit démocrate et qui prétend que c'est l'autre parti qui est extrémiste et qu'il faut arrêter. Eh bien, ça a toujours été la même chose dans l'histoire. Le camp jabotinskien, dont sont aujourd'hui le Likoud, les héritiers, eh bien, c'est le parti qui est le plus, ce qu'on appelle mamlarti, c'est-à-dire respectueux de l'État, respectueux des autres partis, respectueux de la démocratie, et c'est toujours celui qui se fait attaquer par l'autre parti avec des incitations à la haine et des insultes soi-disant que nous sommes extrémistes. Donc effectivement, ce camp ferait bien d'apprendre la leçon de l'Altalena, si ça les dérange, et encore ça j'en doute fortement. Mais c'est véritablement ce qui est important, et nous le savons lorsque nous sommes entourés de tellement d'ennemis. L'unité de notre peuple est véritablement primordiale. Oui. Malheureusement, il y a certaines factions dans notre peuple qui ne le comprennent pas, mais il ferait bien d'apprendre l'histoire pour comprendre quelles sont les conséquences de la désunion dans le peuple juif. Pour terminer, est-ce que vous pensez que c'est une erreur d'avoir recherché, d'avoir retrouvé cette épave, ou peut-être c'est l'occasion justement de raconter cette histoire comme vous nous la racontez aujourd'hui? Je trouve que rétablir la vérité historique est une priorité. Et nous avons besoin de réécrire cette histoire pour tenter de refermer une plaie. Lorsque une histoire est méconnue, je suis persuadée que beaucoup de vos auditeurs, et dans le peuple juif d'une manière générale et parmi les jeunes Israéliens, personne ne connaît cette histoire. Enfin, beaucoup ne connaissent pas en tout cas cette histoire, ou ne la connaissent mal en tout cas, oui. Ou connaissent la version qui leur a été proposée. Donc, il est véritablement temps de rétablir les faits et de comprendre à quel point donc, cette unité est importante pour la survie de l'État. Très bien, merci beaucoup en tout cas Nelly pour ces explications, de nous avoir éclairé sur, c'est vrai, cette histoire qu'on connaît mal, ou en tout cas qu'on nous l'a présentée d'une certaine manière, et c'est vrai que c'est très important de rétablir la vérité, non seulement pour le passé, mais aussi pour le futur. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été ce matin avec nous, Nelly, à très bientôt. Je vous en prie. Au revoir. Voilà, il est 8h et presque 20 minutes. On va maintenant passer à nos amis de Radio J avec une interview de Yom Tov Kalfon avec comme journaliste Ilana Ferradian. On commence avec cette polémique provoquée par le député Tzvi Sukkot après la destruction à coups de marteau d'un monument palestinien dans le village de Madama, près de Naplouse. Et ce matin, les condamnations sont presque unanimes. Binyamin Netanyahou condamne et rappelle que seule l'armée est habilitée à agir en Judée-Samarie. L'Israël Hayom ajoute que même au sein du parti du sionisme religieux, le parti auquel appartient le député Tzvi Sukkot, la méthode de Sukkot provoque un malaise. Oatal, autre député du parti et président du groupe parlementaire, aurait ainsi demandé dans un groupe interne: on a décidé de se suicider définitivement. Tzahal est encore plus sévère. L'armée affirme que Sukkot et les personnes qui l'accompagnaient ont agi de manière trompeuse et manipulatrice. Et le Israël Hayom souligne enfin que les images ont largement circulé dans les médias étrangers, souvent sans préciser que le monument rendait hommage à des terroristes palestiniens.
Et ce matin, la critique vient aussi des éditorialistes de la presse israélienne, avec le Yediot Ahronot et Avi Israelov qui accusent Tzvi Sukkot et une partie de l'extrême droite de chercher délibérément à mettre le feu en Judée-Samarie à l'approche des élections. Sa formule est particulièrement sévère. Laisser agir Sukkot de cette manière, écrit-il, revient à laisser un pyromane se promener avec un bidon d'essence près d'un incendie. Et dans le même journal, Ariela Ringel-Hoffmann tient un discours tout aussi dur. Elle commence pourtant par reconnaître qu'un monument glorifiant des terroristes n'a rien à faire dans l'espace public. Mais, dit-elle, ce n'est pas à un député de décider seul de sa destruction. Pour elle, le problème est surtout institutionnel. Le village de Madama n'est pas le terrain de jeu privé de Tzvi Sukkot, écrit-elle. Et Tzahal n'est pas un accessoire de campagne et le marteau ne remplace pas une politique. Autre sujet d'inquiétude ce matin pour les services de sécurité, la situation en Judée-Samarie. Et c'est encore dans le Yediot Ahronot qu'on voit que Tzahal estime que la région est aujourd'hui au bord de l'escalade. C'est les termes utilisés par le quotidien. Plus de 800 actes de violence nationaliste ont déjà été recensés depuis le début de l'année, dont près d'une centaine considérés comme graves. À ce rythme, écrit le quotidien, le record de 2023 pourrait être dépassé. Et l'armée s'inquiète aussi de la crise économique de l'autorité palestinienne, des luttes de succession à sa tête et du retour des attaques commises par des terroristes isolés. Après plusieurs attentats récents, Tzahal redoute donc désormais un phénomène d'imitation. En politique, l'ancien général Ofer Winter a officiellement lancé hier son nouveau parti. Amcha Israël, c'est le nom de ce nouveau parti, une formation clairement positionnée à droite, mais qui se veut plus large et plus laïque que le parti de Bezalel Smotrich. En tout cas, c'est ce que nous précise la chaîne 12. Winter promet une ligne sécuritaire très dure, pas d'État palestinien, encouragement à l'immigration depuis Gaza et priorité absolue aux soldats israéliens. Et parmi les candidats figure notamment Youssef Haddad, Et parmi les candidats figure notamment Youssef Haddad, la journaliste Netali Shemtov et Lali Deré, francophone et maire de Saadia, soldat tombé à Gaza. Selon un sondage de la chaîne 12, le parti obtiendrait 4 sièges et ferait passer le sionisme religieux, le parti de Smotrich, sous le seuil électoral. Et c'est justement ce scénario qui inquiète l'entourage de Binyamin Netanyahou. En effet, à 2 semaines de la clôture des listes, la crainte est de voir les voix de droite se disperser entre plusieurs petites formations avec Smotrich comme principale victime. In24 News en hébreu évoque une alliance technique entre Smotrich et Itamar Ben-Gvir qui avait été évoquée ces derniers mois sans aboutir pour l'instant. La décision pourrait être repoussée jusqu'au dernier moment. Et puis Binyamin Netanyahou appelle déjà Winter et les autres petites formations de droite à s'unir ou se retirer pour éviter de faire perdre des voix au bloc de la droite. Une question ce matin dans le Yediot Ahronot, est-ce que l'une des destinations touristiques préférées des Israéliens est aujourd'hui menacée ? Et il s'agit bien entendu de la Thaïlande, vous l'aurez bien deviné, le pays qui devrait accueillir cette année plus de 440 000 Israéliens vient d'adresser un avertissement inhabituel. Les touristes qui enfreignent la loi ou provoquent des troubles pourront perdre leur visa ou être expulsés. Le journal souligne qu'une partie de la polémique est alimentée par une campagne de désinformation sur les réseaux sociaux avec plusieurs fausses informations visant les Israéliens. Mais certains incidents sont bien réels et les autorités demandent aussi donc aux visiteurs israéliens davantage de respecter les règles et les habitudes locales. Et l'ambassade d'Israël mène également une campagne d'information auprès des touristes. Et à Ben Gurion, maintenant, c'est un nouveau test grandeur nature après le chaos de la semaine dernière. Et c'est le Israël Hayom qui nous annonce qu'environ 110 000 passagers sont attendus demain dans l'aéroport, un record historique. Et le ministère des Finances est particulièrement vigilant après la grève surprise des employés la semaine dernière qui avait paralysé le fonctionnement de l'aéroport alors que 100 000 voyageurs étaient présents
Les autorités se disent cette fois prêtes à intervenir rapidement en cas de nouvelles perturbations. Et ce jeudi sera donc un test majeur, écrit ce matin le Israël Hayom, à la fois pour la direction de l'aéroport et pour le syndicat des employés à quelques jours de la rentrée scolaire. Puis nous terminons avec un mot de sport et une énorme désillusion pour l'Hapoel Be'er-Sheva. En effet, le club israélien était à seulement 10 secondes de la qualification historique pour la Ligue des Champions. C'est ce que nous apprenons en lisant ce matin aussi le Israël Hayom. Be'er-Sheva menait encore dans les dernières secondes face à Saba Bakou avant d'encaisser un but qui a envoyé les deux équipes en prolongation. Et là, tout s'est effondré. 2 cartons rouges et une défaite 5-2, soit 6-4 sur l'ensemble des 2 matchs. Une élimination particulièrement cruelle. 10 secondes séparent le club d'une première qualification en Ligue des Champions pour un club israélien et près de 19 millions d'euros de recettes. Il aura fallu une grève surprise à Ben Gurion pour rappeler une évidence. Lorsqu'un pays de près de 10 millions d'habitants dépend essentiellement d'un seul grand aéroport international, la moindre crise peut rapidement virer au chaos et devenir une crise d'ampleur nationale. La semaine dernière, des retards considérables, des vols annulés ou repoussés, alors que des passagers étaient même déjà à bord de l'avion, ont paralysé une partie du trafic aérien israélien pendant plus d'1 heure. La situation n'est revenue à la normale qu'au bout de plusieurs jours. Au cœur du conflit se trouvait la question des effectifs, notamment dans les services au sol et la gestion des bagages. Le syndicat des salariés de Ben Gurion affirme qu'il est impossible de fonder l'activité de l'aéroport national sans épuiser totalement ses employés. L'autorité aéroportuaire israélienne explique, elle, que les difficultés sont en partie liées aux conséquences de la crise du Covid-19, alors qu'une grande partie des salariés avaient été licenciés ou mis à l'écart. Depuis, la reprise du trafic a été rapide, plus rapide que ce qui a été prévu, et les capacités de recrutement n'ont pas été adaptées. Alors, ce conflit social a certes duré 1 heure, 1 heure et demie, mais il a révélé un problème beaucoup plus profond. Israël a besoin d'un deuxième grand aéroport international. Bien sûr, le pays possède déjà plusieurs autres plateformes comme l'aéroport Ramon près d'Elat ou encore l'aéroport de Haïfa ou celui de Herzliya, mais aucun de ces aéroports n'est aujourd'hui en mesure de prendre véritablement le relais de Ben Gurion. Et cette situation représente un risque stratégique, comme on l'a vu la semaine dernière. Une grève, une panne, un incident, ou simplement une fermeture temporaire pour n'importe quelle raison de l'aéroport à Ben Gurion perturbe de manière très importante l'immense partie des liaisons aériennes du pays. Alors le plus étonnant, c'est que cette situation est connue et que les autorités israéliennes travaillent depuis des décennies sur l'implantation d'un deuxième aéroport dans le pays. Les premières réflexions sérieuses sur un nouvel aéroport remontent même à la fin des années 90. À l'époque, 2 grandes options ont émergé, qui sont toujours existantes aujourd'hui. La localisation de Ramat David dans le nord d'Israël et celle de Nevatim dans le sud, puis plus récemment la base de Ziklag. En janvier 2024, il n'y a pas longtemps, donc il y a 2 ans, le gouvernement avait décidé de poursuivre les procédures de planification pour les 2 sites en parallèle et sans délai. Le problème, c'est qu'à l'heure qu'il est, rien n'est encore véritablement construit. Selon le ministère des Finances israélien, Ben Gurion devrait atteindre sa capacité maximale, c'est-à-dire environ 40 millions de passagers par an, autour de 2034. Alors ça ne signifie pas qu'en 2034, l'aéroport fermera ses portes, mais ça signifie qu'il ne pourra plus absorber correctement la croissance du trafic. Et les conséquences seront très concrètes. Il y aura donc moins de créneaux, moins de vols, moins de concurrence, et donc potentiellement des billets plus chers pour les voyageurs. Le directeur général de l'administration de la planification, Rafi El-Maleh, a résumé devant la Knesset la situation. Je cite, il a dit « Il n'est pas possible que l'État d'Israël reste avec un seul aéroport alors que les prévisions tablent sur 75 millions de passagers par an en 2050. » Alors pourquoi cela prend-il autant de temps de prévoir ce deuxième aéroport international? Parce qu'en Israël, rien n'est jamais simple. Ramat David, au nord, présente l'avantage d'être bien positionné dans le pays, mais le projet rencontre une forte opposition locale et environnementale. Le ministère de la Protection de l'Environnement a exprimé un certain nombre de réserves importantes
et a recommandé d'examiner davantage l'option dans le sud du pays. Dans le sud, l'option retenue est la base de Nevatim. Là, il y a beaucoup d'avantages. Dans le sud, il y a beaucoup d'espace. Ce sont des zones qui ne sont pas tellement peuplées, donc au niveau des nuisances, c'est moins problématique. Et il y a également un potentiel important pour le développement économique du Negev si on implante là-bas un aéroport. Mais là, il faut tenir compte des besoins de l'armée de l'air israélienne, puisque ces bases sont des bases de l'armée de l'air. Et il existe un autre débat qui vient encore retarder le processus. Qui exploitera le futur aéroport? Le ministère des Finances défend l'intervention d'opérateurs privés, afin de créer de la concurrence et à terme de faire baisser les prix. Mais là encore, les procédures législatives avancent lentement. En août 2026, c'est-à-dire cette année, le projet de loi visant spécifiquement à établir un aéroport international à Nevatim était toujours bloqué au stade de la préparation de sa première lecture. Alors, la crise de la semaine dernière était une crise sociale liée aux effectifs et aux conditions de travail, mais elle doit surtout être considérée comme un avertissement. Israël ne peut pas continuer à construire son avenir aérien autour d'un seul aéroport. La question n'est vraiment plus de savoir si le pays a besoin d'un deuxième aéroport international, mais de savoir s'il sera prêt à temps. Parce que si Israël attend que Ben Gurion soit arrivé à saturation pour commencer à construire son alternative, il sera déjà trop tard.